Je me tais. Je me tais. Je me tais. Je range mon bureau, c'est la numéro 61 et aujourd'hui pas mal de choses. Tout d'abord signaler que ça s'appelle encore le booktubing au temps du coronavirus parce que le déconfinement a commencé, mais on ne peut pas dire que la situation se soit entièrement normalisée. Entre autres choses, toutefois, les librairies rouvrent timidement, rouvrent avec un très grand nombre de précautions, comme un très grand nombre de commerces. Mais bon, d'ici là, peut-être que nous allons pouvoir commencer à nous reprocurer des livres. Alors moi, la pénurie de livres, ça ne m'a pas vraiment fait peur. J'ai vu passer pas mal de choses sur les réseaux sociaux à ce sujet-là, vu le nombre assez important de livres que j'ai accumulés et dont certains sont en souffrance, en attente de lecture depuis déjà quelques temps, voire quelques années, plus un certain nombre de livres, les Pléiades notamment, dont je parle maintenant dans chaque vidéo, dans lesquels il y a des textes que je n'ai pas encore lus. Je n'étais pas inquiet, je peux survivre avec pas mal de lectures, même si les librairies ferment pendant très longtemps. Bon, là n'est pas totalement le sujet. Et puisque j'ai accoutumé de commencer par les Pléiades, eh bien on va garder cette tradition. Et là, c'est le tome 11 de la Comédie humaine dans l'édition de la Pléiade. Et la raison en est que j'ai, de fait, récemment, lu un livre, en fait, il y a une petite dizaine de jours, une grosse semaine, je ne sais plus bien, le temps s'échelonne bizarrement par moments. J'ai lu Louis Lambert, en fait, de Balzac, et la raison en est que j'ai eu envie de lire Louis Lambert, car il y a une allusion à Louis Lambert dans The Ambassadors de Henry James. Et The Ambassadors de Henry James, je vous en ai parlé dans la précédente vidéo, la numéro 60, c'est un James que je viens juste de lire. Et il se trouve qu'il y a un personnage, le personnage principal, en fait le personnage le plus étrange, Lewis Lambert Strava, qui est systématiquement nommé Lambert Strava, mais qui lors du premier chapitre se présente sous ses deux prénoms, Lewis Lambert, et effectivement, le personnage avec qui il échange des premières impressions et à qui il se présente lui dit tout de suite « Ah ben ça sort d'un roman de Balzac ». Et le personnage de Lewis Lambert Strava lui-même dit « Ah oui, mais un mauvais roman de Balzac ou un roman raté de Balzac, je ne me souviens plus ». Et du coup, j'ai été assez intrigué. Alors pas au point toutefois d'aller revérifier d'autres textes critiques de James sur Balzac. Quand je dis critique, je veux dire bien sûr des textes de deux critiques littéraires, puisque James a écrit aussi beaucoup de critiques littéraires. Donc je ne suis pas allé vérifier ça. J'allais dire je n'ai pas eu le temps, je n'ai pas pris le temps. Bon, ça se confond un petit peu ces choses-là. Mais en revanche, j'ai pris le temps, ça prend beaucoup plus de temps d'ailleurs, de lire Louis Lambert, alors qui est en un sens, oui c'est vrai, un roman raté de Balzac, mais qui, comme tous les romans ratés de Balzac, il y en a quelques-uns, les romans pas absolument accomplis, ou un petit peu biscornus, un petit peu de briques et de broc, et c'est le cas de Louis Lambert. On a l'impression qu'il y a un peu 3 livres en un seul, une sorte d'autofiction ou de biographie, de portrait d'un condisciple qui sert aussi à constituer une sorte de portrait en creux de Balzac, enfant et adolescent lui-même. Et puis il y a aussi un roman philosophique, un roman politique, un petit peu qui se mêle à ça. Donc voilà, c'est un roman raté en quelque sorte, mais je crois que j'ai commencé une phrase il n'y a pas loin d'une minute, comme tous les romans ratés de Balzac, c'est un roman raté qui contient presque la quintessence de la comédie humaine, ou c'est un des romans les plus substantiellement au centre de la comédie humaine, et si j'ai bien compris, il a été écrit en 1832 et réécrit ou modifié légèrement en 1842. Il a été écrit d'ailleurs au château de Saché, pas loin d'ici, un lieu dans lequel nous allons assez souvent, et c'est assez amusant parce que dans un livre que j'ai ressorti de mes étagères pour une autre raison, je vous en parlerai tout à l'heure, il s'agit d'un livre de Sébastien Dubinski, j'ai retrouvé ça, une carte postale d'une exposition du musée de Balzac il y a 4 ans, 3 ans en fait même, et voilà, donc c'est pour vous dire que tout se rejoint à un moment donné. Donc Louis Lambert, il l'a écrit au château de Saché en quelques semaines, et c'est un livre qui a été repris avec des modifications et qui est très marquant à de nombreux égards. Et j'avais envie de lire en fait un des passages du début, un passage qui m'a pas mal ému, qui est le passage sur les chaussures. Il faut que je le retrouve. Donc ça se passe à Vendôme, dans le Loir-et-Cher, à la limite de Loir-et-Cher et de l'Indre-et-Loire, un lieu que je connais bien aussi. Et donc dans un collège, puisque ça s'appelle collège. L'administration avait coutume de passer un marché pour la chaussure et l'habillement. De là cette inspection hebdomadaire de laquelle j'ai déjà parlé.
Excellent pour l'administrateur, ce mode a toujours de tristes résultats pour l'administré. Malheur aux petits qui contractaient la mauvaise habitude d'éculer, de déchirer ses souliers ou d'user prématurément leurs semelles, soit par un vice de marche, soit en les déchiquetant pendant les heures d'étude pour obéir aux besoins d'action qu'éprouvent les enfants. Durant tout l'hiver, celui-là n'allait pas en promenade sans de vives souffrances. D'abord la douleur de ses engelures se réveillait atroce autant qu'un accès de goutte, puis les agrafes et les ficelles destinées à retenir le soulier partaient ou les talons éculés empêchaient la maudite chaussure d'adhérer au pied de l'enfant. Il était alors forcé de la traîner péniblement en des chemins glacés où parfois il lui fallait la disputer aux terres argileuses du Vendômois. Enfin l'eau, la neige y entrait souvent par une décousure inaperçue, par un béquet mal mis et le pied de se gonfler. Sur 60 enfants, il ne s'en rencontrait pas 10 qui cheminassent sans quelque torture particulière. Néanmoins, tous suivaient le gros de la troupe entraînés par la marche, comme les hommes sont poussés dans la vie par la vie. Combien de fois un généreux enfant ne pleura-t-il pas de rage, tout en trouvant un reste d'énergie pour aller en avant ou pour revenir au bercail malgré ses peines, tant à cet âge l'âme encore neuve redoutait le rire et la compassion, deux genres de moquerie. Au collège, ainsi que dans la société, le fort méprise déjà le faible, sans savoir en quoi consiste la véritable force. Ce n'était rien encore, point de gants aux mains. Si par hasard les parents, l'infirmière ou le directeur en faisaient donner aux plus délicats d'entre nous, les loustiques ou les grands de la classe mettaient les gants sur le poil, s'amusaient à les dessécher, à les gripper. Puis si les gants échappaient au fureteur, ils se mouillaient, se recroquevillaient faute de soin. Il n'y avait pas de gants possible. Les gants paraissaient être un privilège et les enfants veulent se voir égaux. Ce passage qui est très beau à très nombreux égards et aussi dans cette forme d'autobiographie fictionnalisée que j'évoquais au début. Moi, il me marque aussi parce que c'est peut-être un des premiers textes, je ne suis pas spécialiste de la question, mais c'est peut-être un des premiers textes qui détaille une expérience du quotidien, concrète, très particulière, une expérience apparemment présentée comme universelle à tous les collégiens pensionnaires, qui est la souffrance d'avoir des chaussures défectueuses, des chaussures éculées. Et donc le texte qui est construit comme une sorte d'aparté analytique, descriptif, qui est également narratif, et c'est ça qui est magnifique, comme souvent chez Balzac, la description pure ou l'aparté pure n'existe pas au fond, contrairement à Hugo. En fait, on a aussi cette attention à quelque chose de très précis, de très quotidien, très terre à terre, vraiment au sens strict du terme, et qui est en quelque sorte aussi contrebalancé ou prolongé par la question des mains. D'ailleurs, il me semble qu'en allemand, on dit Handschuhe, je crois que c'est les gants, c'est les chaussures de main, littéralement. Donc voilà, donc il y a ce parallèle, et donc il y a cette attention à quelque chose de très quotidien. Vous savez, parce que je vous bassine régulièrement avec elle, pour ceux d'entre vous qui sont fidèles à ces chroniques, à ces vidéos, à ce vlog, que l'une de mes écrivaines contemporaines favorites, c'est Nathalie Quintane, et que j'ai découvert Nathalie Quintane avec son premier livre chez POL en 97, Chaussures. C'est un livre entièrement de réflexion et de récit et de poétique en quelque sorte de la chaussure. Et donc là, finalement, si on cherchait à faire une anthologie de la chaussure et du lien qu'il y a entre la fiction, la poésie, l'humanité et même, bien sûr aussi, la sociologie littéraire, eh bien on pourrait y inscrire ce texte de Louis Lambert. C'était pour le Pléiade de cette fois-ci. Je le remets dans son boîtier, Louis Lambert de Balzac. Et j'en viens à quelque chose d'inédit dans ces chroniques, parce que ça s'appelle « Je range mon bureau » et ça veut dire que dès le départ, il y a je ne sais plus 4 ans, 3 ans, j'ai déjà oublié, dès le départ, il s'agissait effectivement de trouver à dire quelque chose, à archiver, à pérenniser un peu la lecture des livres qui finissent systématiquement par s'entasser sur mon bureau avant que je les range. Donc il s'agissait des livres matériels et donc je ne vous ai jamais présenté le Kindle. Alors c'est un Kindle, c'est Amazon, c'est très mal, ça nous a été offert il y a très longtemps, et d'ailleurs si c'était à refaire, je pense que si on rachète à un moment donné une liseuse, on ne choisira pas Kindle, parce que pour plein de raisons, il y a des protections, des verrous, enfin c'est le système commercial d'Amazon, hein, ce sont des requins, mais encore c'est pas gentil pour les requins cette métaphore-là, peu importe. En tout cas, c'est ce qu'on a, c'est le Kindle qui a été offert à mon épouse,
je m'en sers aussi pas mal. Je m'en sers surtout d'ailleurs pour des textes gratuits, pour des textes téléchargés sur le projet Gutenberg, des textes en allemand ou en anglais. Et c'est vrai que c'est assez occasionnel, c'est plutôt d'ailleurs quand on est en déplacement, quand on est en voyage. C'est vrai que c'est bien pratique, je me rappelle en Écosse ou en Scandinavie, avoir comme ça des romans parfois assez longs de Walter Scott ou d'autres auteurs et les avoir sous ce format-là, c'est vrai que c'est pratique. J'ai lu comme ça le dernier Arundhati Roy notamment. Mais du coup, ce sont des livres que je ne chronique pas dans Je range mon bureau. Alors ça n'est pas très gênant, puisque après tout, je parle de ce dont j'ai envie de parler, mais là où c'est gênant, c'est que du coup, ces livres que je lis sous Kindle, ils sortent du radar, et parfois, je le confesse, ça m'arrive d'utiliser Je range mon bureau comme une sorte de calepin, ou d'aide-mémoire, ou de bloc-notes, pour moi-même. Et effectivement, je retombe sur une vidéo de 2017, et je la regarde pas en entier du tout, mais je rejette vite fait un œil au sommaire, je reviens voir tel ou tel livre, c'est vrai que ça me remet en mémoire tel ou tel livre, voilà, que je me rappelle moins qu'il y a 3 ans, juste après l'avoir lu. C'est bien normal. Donc, exceptionnellement, je vais vous parler de livres que j'ai lus récemment avec le Kindle. La raison principale en est que le dernier livre que j'ai lu dans le Kindle, c'est The Invisible, le dernier livre de Seb Dubinsky. Et Seb Dubinsky, je vous en ai déjà parlé, c'est un ami, c'est un collègue, tourangeau d'ailleurs d'origine, actuellement en poste au Danemark, et qui écrit en français et en anglais, et qui vient de publier, est en train de publier, ou va publier, je ne sais pas comment il faut dire, ça devait sortir en mai, ça a été repoussé au mois d'août, le nouveau volet d'une longue série de livres qui s'appelle les City-States Cycle, qui sont une sorte de dystopie, d'uchronie, je ne sais pas très bien comment il faut dire, et il me corrigera si je me trompe, des livres qui sont à la fois des textes un petit peu qui touchent un petit peu au fantastique par certains côtés, qui touchent à la politique fiction bien sûr, et qui touchent aussi au roman policier, qui finalement réussissent à louvoyer entre ces différents genres. Le dernier d'ailleurs, The Invisible, est nettement plus du côté du roman policier que les précédents. Et les précédents, je les ai sous forme matérielle, et j'ai déjà eu l'occasion de vous en parler. Ce sont des romans tels que Absinthe, The Song of Synth et Missing Signal, qui je crois était le précédent, je ne veux pas dire de bêtises. Celui-là, il est de 2018, absolument. La raison pour laquelle j'ai ressorti Song of Synth, c'est que je vais vous lire un extrait de The Invisible, dans lequel il est question de cette fameuse drogue, le synth. Ratner closed the last file and sighed. He took a cigarette out of its package and lit it, inhaling deeply. He had spent the last 2 days reviewing all the info and police reports on synth trafficking, but it seemed that all leads were coming to a dead end. Opium, heroin and morphine came from the Chinese Confederation, cocaine and weed came from the Bolivarian Republic, amphetamine and most designer drugs were locally produced, but nobody had a clue on synth. It was as if the drug had magically appeared out of nowhere, unknown a year ago and now a prime-time talk show topic. One theory suggested terrorists in New Petersburg. Another version claimed it was a secret weapon designed by New Moscow. The most credible rumor referred to a military drug developed in Vyborg City. The only problem was that Vyborg City was a staunch ally of the Western Alliance, led by New Babylon, and that it categorically denied having anything to do with it. True or untrue, it was a delicate diplomatic situation, and Ratner knew he couldn't go there. He would make a few phone calls to be legit, but wouldn't push anything unless they themselves offered to collaborate. His thoughts drifted to that guy he had seen in the interview on synth-inspired music, Warren Deitch. He looked like a straight-edge kind of guy, but it was hard to imagine a Puritan producing drug-fueled music. It would be like a hippie rock and roll producer who didn't smoke weed. Deitch had to have connections, he had to. Ratner scribbled down his name on a piece of paper and underlined it 3 times. Donc je ne vous raconte pas l'histoire, mais Ratner, qui est le personnage principal du roman, il est à un haut poste à New Babylon, qui est certainement un équivalent des États-Unis, de New York, et au moment
autour, juste avant en l'occurrence, une élection présidentielle très importante, il se trouve à un haut poste de responsabilité dans la police, et il se trouve à devoir conduire une enquête sur cette fameuse drogue du synth dont il est question, mais aussi sur un certain nombre de disparitions, et notamment sur la mort d'un collègue, qui était aussi presque un ami, on va dire, qui était aussi un poète méconnu, un poète confidentiel. Tous les poètes contemporains ne sont-ils pas devenus un peu des poètes confidentiels, à part 2 ou 3 qui sont qui ont eu un énorme succès sur Instagram, on ne peut pas dire. Donc voilà, donc il y a le côté politique et il y a le côté roman policier, plus classique finalement, qui se croisent dans ce roman. Ça s'intitule The Invisible. On ne peut pas l'acheter encore, mais vous pourrez l'acheter à partir du mois d'août, je crois. C'est en anglais, mais voilà. Mais nul doute que Seb s'auto-traduira bientôt. Alors, dans le Kindle, il y avait d'autres livres dont je voulais vous parler. Alors, ça m'a amusé parce qu'en repartant dans ce Kindle, je suis retombé sur un livre que j'avais d'ailleurs parcouru plus que je ne l'avais vraiment lu, qui est un livre de Noémie Dondel du Fawédic, Voyage loin de ma chambre. Et Voyage loin de ma chambre, ça m'a évidemment fait un petit peu tilt, parce qu'on nous a pas mal bassiné au début du confinement avec le voyage autour de ma chambre de Xavier de Maistre, une sorte de version. Alors moi, c'est un livre que j'ai énormément aimé, mais qui était un livre un petit peu qui permet de dépolitiser la question du confinement. Et d'ailleurs, lors de la vidéo numéro 59, j'avais commencé par évoquer ça et par rendre hommage à Azélie Fayol qui a mis en place, qui a mis en avant au début du confinement une figure beaucoup plus politique de la question de l'espace et de la question du confinement avec le modèle de Room of One's Own de Virginia Woolf. Alors Noémie Dondel du Fawédic, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était pas quelqu'un d'extrêmement politisé, ou qu'on peut pas tellement politiser vers la gauche, mais qui a raconté ses voyages donc, dans ce livre-là. Et je me contente de vous lire un tout début, en fait. Je suis pas allé très très loin en fait dans ce livre, mais je vous lis le début qui est quand même assez savoureux. Ce passage sur la question du départ et la question de l'entrée dans l'étranger, du fait que très vite, dès qu'on est finalement sorti de sa chambre, on est à l'étranger. Le 10 novembre, je monte avec Georgette dans l'omnibus de Plohermel qui conduit à la gare de Questembert. Malgré ma tristesse, je me sens disposé à tout voir, à tout admirer, à m'abandonner au charme du nouveau, de l'inconnu. Oh, les belles fougères qui bordent la route, ce sont les seules verdures maintenant. Cependant, en voilà beaucoup que la gelée a cuivré d'abord, teintée de feu ensuite. Elles vont mourir, les arbres aussi sont dépouillés. Je me penche souvent à la portière pour apercevoir encore ce pauvre et cher petit Plohermel d'où datent mes plus lointains souvenirs d'enfance. Mes compagnons de voyage sont insignifiants, je m'absorbe dans mes pensées, où les regrets et l'appréhension marchent en se coudoyant. Georgette est enchantée de la locomotion, mais comme à son âge on se fatigue vite de la même chose, je l'ai munie de quelques friandises qui lui seront une ressource contre l'ennui. Je ne vais pas plus loin sur ces voyages loin de ma chambre. En plus, c'est le tome 1, donc ça se trouve sur Gutenberg, et c'est là que je l'avais téléchargé. J'en viens à un livre que j'ai lu en janvier, donc ça commence à remonter, mais du coup je n'en avais jamais parlé. C'est le deuxième, en l'occurrence le dernier pour l'instant, et deuxième roman de Yvonne Adjambo Owuor, une jeune, non jeune, pas tant que ça, d'ailleurs elle a la cinquantaine je crois, romancière kenyane, qui avait publié il y a quelques années un roman qui s'appelle Dust, qui a été traduit en français. Je n'ai pas vérifié si celui-ci a été traduit en français, et qui est une écrivaine extrêmement ambitieuse, hein, qui écrit des romans qui sont... Celui-là est très très long, il est même parfois un peu trop long, un peu trop touffu, un peu trop dans tous les sens, et qui s'appelle donc The Dragonfly Sea, qui est paru en 2019, et donc je l'avais, lui, acheté sous forme d'e-book, c'est pour ça que je vais vous en parler, avec le Kindle. Alors, The Dragonfly Sea, en fait, de Yvonne Adjambo Owuor, ça se passe sur une petite île dans l'océan, au large des côtes. Donc, c'est une allusion un petit peu à Zanzibar, sauf que c'est une île beaucoup plus petite que l'île de Zanzibar. Et en fait, tout le roman tourne autour d'une jeune fille, d'une adolescente, d'une enfant et d'une adolescente, jusqu'à ses études. Et cette jeune fille, Ayahana, elle n'a pas de père connu, du moins au début du roman, et elle vit seule avec sa mère, Mounira, et c'est en fait l'installation de manière sédentaire d'un marin, Mouhidine,
qui vient un petit peu perturber tout le système social et familial, puisqu'elle finit par, en quelque sorte, elle-même adopter cet homme comme son père, par s'attacher à lui et par reconnaître en lui une sorte de père. Donc c'est un roman qui est un Bildungsroman presque classique, de ce point de vue-là, avec un schéma de cellule familiale un petit peu compliqué, un personnage principal qui est un personnage extrêmement intelligent, mais qui est dans une situation sociale marginale, et qui va se développer d'une manière très individualisée, en dehors finalement des types sociaux. Alors la raison pour laquelle j'avais acheté le livre, la raison pour laquelle moi j'avais voulu lire ce livre au départ, c'est parce que il y a quelques mois, enfin il n'y a pas loin d'une année maintenant, j'avais vu passer un appel à communication d'un colloque sur la Chine-Afrique. C'est pas la France-Afrique, c'est la Chine-Afrique, c'est-à-dire les relations entre la Chine et un certain nombre de pays africains, c'est notamment le cas dans toute l'Afrique de l'Est et en Afrique australe. On dit parfois qu'actuellement la Chine a presque recolonisé, mais de manière finalement plus subtile que les nations européennes au XIXe siècle et au début du XXe, a recolonisé un certain nombre de pays africains un certain nombre de pays africains, la Tanzanie notamment, ou l'Ouganda, ne sont plus ou ne seraient plus grand-chose si soudainement la Chine retirait entièrement ses billes. Donc avec une exploitation des ressources et une exploitation des données qui n'est pas si loin que ça de la colonisation. Donc j'avais vu passer un appel à communication sur cette question-là, avec aussi un appel à étudier les phénomènes esthétiques liés à ça, littérature, cinéma. Il n'y a pas grand-chose finalement, et ce roman ne les problématise pas vraiment. Alors il se trouve que, pas vous raconter, vous dévoiler tout, mais il se trouve que Aya Anna, elle se rend en Chine parce qu'elle bénéficie d'une bourse, parce qu'elle a été repérée, elle est très brillante, etc. Donc elle apprend le mandarin, et elle apprend des rudiments de mandarin, ce qui lui permet d'aller étudier en Chine, où elle a des cours de renforcement en mandarin, où elle se signale, et en fait, il y a encore une sorte d'autre déviance narrative qui fait qu'elle se retrouve en Turquie, mais elle se retrouve en Turquie à moitié prisonnière finalement d'un jeune homme dont elle est tombée amoureuse et dont la famille finalement finit par la séquestrer. Bon, elle revient au Kenya à la fin, la boucle est bouclée comme dans tous les Bildungsroman, mais avec bien sûr un trajet linéaire dans lequel elle progresse. Donc la présence culturelle des Chinois et la présence culturelle de la langue chinoise ainsi que les échanges éducatifs entre le Kenya et la Chine sont vraiment au centre même de la trame du roman et du récit. En revanche, tout le côté justement plus politique, plus post-colonial est très effacé. Il est présent, mais il est très effacé. Bon, de toute façon, je n'avais pas eu le temps de lire vraiment le roman dans les temps pour y réfléchir. De toute façon, j'ai pas assez de recul et j'ai pas fait assez de lecture et de recherche sur cette question-là pour vraiment m'y intéresser. Mais enfin, ça fait partie des sujets vraiment digne d'intérêt pour les africanistes contemporains, de regarder un peu comment la fiction, enfin les formes littéraires, hein, le cinéma bien sûr, mais les formes littéraires, même poésie, théâtre, les essais, problématisent cette question-là. Et c'est vrai que c'est moins présent. Moi je lis beaucoup quand même d'auteurs anglophones de toute de la Corne de l'Afrique, de l'Est et même d'Afrique australe. Et c'est vrai que c'est quand même toujours, à la marge, quoi. C'est rarement le centre le sujet central, on va dire, de ces textes-là. Bon, peu importe. Je vais vous lire le début du chapitre 38, où il y a 80 ou 90 chapitres. Alors quand on lit sur liseuse, on ne sait jamais trop où on en est. Enfin, si, il y a un pourcentage du temps de lecture qui est signalé, mais enfin, c'est pas comme d'avoir un livre. Je ne sais pas combien de pages fait le livre, mais il doit faire facilement 500 pages ou 600 pages, bien tassé à l'anglo-saxonne. Donc vraiment, c'est un gros pavé. Bon, il se lit assez bien quand même. Début du chapitre 38. Et évidemment, je vais très mal prononcer le chinois, et même des moments où je ne vais pas essayer de le prononcer du tout. Tsar. The murmuring cry made by gins at night, past the engine roar, with the stench of diesel clinging to the nostrils, the straining of metal above and beyond, the creaking shadows and the toil of unseen men, she heard the warbles from beneath the water. Now, if Aya Anna were to carve these in the new language she was being asked to inhabit, it would emerge as memory. Ensuite, il y a un idéogramme, je trouve magnifique cette formule. If Aya Anna were to carve these in the new language she was being asked to inhabit. C'est extrêmement riche et complexe et intellectuellement, et très beau en même temps.
Xu Hualan was implementing a curriculum to prepare Aya Ana for her auspicious arrival. In 40 days, the descendant should have knowledge of at least 50 characters. That first morning, teacher Hualan smiled at Aya Ana, her neat teeth showing. Now I show you. The ideogram. Sound Feiju. Teacher Hualan formed. She broke it down for Aya Ana. Fei. Nothing, wrong, lacking, ugly, not. Ju. Being, state, country. Put together, not existing. A teensy giggle bubbled forth. Oh dear, a pause. We continue. A bold sequence of strokes produced Zhongguo. China, she exclaimed. Middle Kingdom. True, beautiful. Aya Ana watched. Aya Ana listened. She imaged. Teacher in Kipate. Ujinamizi. Nightmare. Noun. Donc voilà, donc c'est... Je ne sais pas très bien ce que ça donne d'ailleurs à la lecture, mais voilà, il y a ce mélange, évidemment, le texte principal est en anglais, et puis il y a cette espèce de mélange de cocktails extrêmement compliqués, de creuset extrêmement compliqué des langues, de la langue africaine, de la langue maternelle et du mandarin dans l'apprentissage débutant du mandarin. Et donc voilà, c'est un des passages évidemment transitionnels, c'est une des transitions du roman d'un point de vue structurel, parce que c'est le moment où elle se prépare à aller en Chine, et donc là c'est vraiment une sorte de moment pivot, hein, mais c'est aussi une transition existentielle bien sûr, c'est la structure du Bildungsroman, et puis c'est une transition sémiotique, parce que la multiplication, la prolifération de signes appartenant à différentes langues au sein du roman signe une sorte d'ouverture paradoxale au monde, c'est-à-dire que elle va devenir autre, elle va se pencher vers une autre langue, on lui demande d'habiter une autre langue, ce qui veut dire qu'elle va aller aussi ailleurs, elle va émigrer sur un autre continent, avec une sorte de paradoxe. Moi je suis toujours frappé par le fait que dans l'appropriation des mots latins par la langue anglaise, il y a un très grand nombre de ce qu'on appelle des faux amis quand on enseigne l'anglais, quand on enseigne la traduction, etc. Ça veut dire que des mots latins ont été pris, empruntés par l'anglais, et souvent d'ailleurs, à un moment donné, très souvent, à travers le français, hein, après le XIe siècle et la conquête, peu importe, la question n'est pas là, mais on trouve des mots en anglais qui ressemblent à des mots français parce qu'ils viennent tous les deux du latin. Et ici, moi je pense toujours au mot adulterated. C'est adulterated, le verbe adulterate, il veut dire corrompre, il veut dire modifier, mais de manière négative. Et c'est le même mot. Et en anglais, on a aussi le mot adult, bien sûr, hein, qui est l'adulte. Donc on a le même mot, on a cette même racine, avec le même sens qu'en français. Mais en revanche, ouais, cette idée de corruption, ça veut dire que le mot adult en anglais, il porte toujours, au moins dans les grandes œuvres littéraires, cette marque finalement de la corruption. C'est-à-dire devenir adulte, c'est aussi se corrompre, c'est aussi être en danger, c'est aussi se diluer, se dissoudre. Et bien sûr, quand on réfléchit à la question du Bildungsroman, du fait comment on se construit en devenant quelqu'un, en devenant adulte, la Bildung, la construction, elle est quand même très problématique de ce point de vue-là. Voilà, c'était ce que j'avais à dire ou à lire de The Dragonfly Sea, l'océan libellule, littéralement, d'Yvonne Adhiambo Howard. Et nous poursuivons avec une petite demi-douzaine de livres, on devrait s'en sortir, d'autant qu'il y a celui-ci qui est sur mon bureau, parce que je crois que je l'ai même écrit sur les réseaux sociaux la semaine dernière, pour préparer un de mes cours sur Jump de Nadine Gordimer, le recueil de nouvelles Jump and Other Stories de Nadine Gordimer. Pour préparer une explication de texte, j'ai reparcouru ce livre de V.S. Naipaul, The Enigma of Arrival, qui est un livre magnifique, et je l'ai créé sur les réseaux sociaux, juste en le reparcourant, en revérifiant 2-3 choses, ça m'a donné envie de le relire. Et voilà, donc il est sur mon bureau, mais bon, je pense que j'aurai pas le temps de le relire de sitôt. Mais c'est un livre sur lequel j'ai beaucoup travaillé aussi à un moment donné, c'est un livre absolument fondamental, magnifique. Donc c'est l'occasion quand même de le signaler, The Enigma of Arrival de V.S. Naipaul. Si vous n'avez jamais rien lu de V.S. Naipaul, c'est ce livre-là, selon moi, qu'il faut lire. Ça n'est pas le plus typique, et c'est à coup sûr pas le plus romanesque, mais c'est un livre exceptionnel. J'en viens à d'autres livres. Tiens, celui-là aussi, ça va aller vite, parce qu'il m'a un peu agacé. Un livre que j'ai récupéré, parce que je l'ai récupéré auprès d'un ancien collègue, Claude Julien,
qui s'est débarrassé d'une grande partie de sa bibliothèque. Il en a donné une grande partie à la bibliothèque universitaire, et puis les collègues qui le désiraient pouvaient récupérer certains livres. Moi, j'en ai récupéré quelques-uns, dont j'ai d'ailleurs déjà parlé pour certains d'entre eux. C'était le cas notamment d'un livre de Carol Phillips que j'ai chroniqué la dernière ou la fois d'avant, je ne sais plus bien. Théorie Caraïbe de Joël Desrosiers. Théorie Caraïbe de Joël Desrosiers, si j'arrive à ne pas fourcher. Dédicacé, d'ailleurs l'exemplaire dédicacé à Claude Julien. Voilà, donc pour moi c'est assez émouvant et touchant. C'est un texte qui rappelle un petit peu le discours antillais d'Édouard Glissant. Il a un peu voulu faire la même chose que le discours antillais d'Édouard Glissant, c'est-à-dire une espèce de parole en archipel, quelque chose de délibérément foutraque, avec plein de morceaux comme ça, totalement bricolés les uns à côté des autres. Sauf que c'est très compliqué à lire, et finalement, il n'en ressort pas une trame. Moi, en tout cas, je n'ai pas retrouvé une trame théorique, ou je n'ai pas consacré assez de temps pour retrouver cette trame théorique. Donc c'est même pas vraiment un essai à l'anglo-saxonne. Oui, c'est plus le modèle d'Édouard Glissant, sauf que n'est pas quand même Édouard Glissant qui veut. Je suis désolé de le dire de manière un peu désagréable. Et s'il y a quelques pages qui sont vraiment très réussies, très intéressantes, qui peuvent vraiment donner matière à réflexion, pour l'ensemble du livre, ça reste un tout petit peu frustrant. Voilà, je vais dire ça comme ça. Voilà, donc c'est Théorie Caraïbe, un sous-titre poétique du déracinement. Ça avait été publié aux éditions Triptyque, qui sont des éditions québécoises, et ça a été publié en 1996. Bon, je ne suis pas spécialiste non plus de l'ère Caraïbe, je lis pas mal de choses qui viennent là-bas, francophones, anglophones, mais aussi même des textes hispanophones. Mais voilà, je ne me prétends pas spécialiste de ces questions-là. On en vient aux 3 livres que j'ai lus le plus récemment, relus en l'occurrence, relus parce qu'il m'a été offert, parce que je ne l'avais pas dans ma bibliothèque, je l'avais lu autrefois en bibliothèque, et finalement je me suis rendu compte que j'avais envie de l'avoir, donc je l'avais donné comme idée de cadeau il y a déjà quelques temps, et donc il était sur mes piles de livres à lire, dans ce que j'appelle aussi le placard des livres en souffrance, entre mes slips et mes chaussettes. C'est La Chambre claire de Roland Barthes. Note sur la photographie, bon, je pense qu'il n'y a pas à présenter ce livre, qui est une référence évidemment pour toutes les personnes qui théorisent ou qui réfléchissent à la photographie. Alors c'est toujours particulier, moi quand je l'avais lu ça m'avait un peu désarçonné, parce que c'est très difficile, moi je trouve en fait justement, de systématiser ou de théoriser à partir de Roland Barthes, parce qu'il prend la photographie vraiment par le petit bout de la lorgnette, ou par un côté très singulier au fond, et c'est donc, je ne dis pas inapplicable, ce n'est pas le problème, mais en tout cas c'est beaucoup plus difficile de réfléchir d'une manière systématique à des phénomènes esthétiques, en l'occurrence ici la photographie, à partir de ça qu'à partir de tous les grands textes de Barthes des années 50-60 pour la littérature. Donc voilà, je suis un peu partagé par rapport à ça. C'est un très beau texte, un texte fondamental, mais c'est un texte très singulier. Voilà, soit on décide d'avoir une approche partésienne des photos, de la photographie, soit on sort de ce modèle-là et on ne peut pas l'intégrer à autre chose ou à d'autres modèles, me semble-t-il. Là encore, si j'étais spécialiste de photographie et d'histoire de l'art, ça n'est pas le cas. Je vous en lis le chapitre 44. Il faut donc me rendre à cette loi. Je ne puis approfondir, percer la photographie, je ne puis que la balayer du regard. Comme une surface étale, la photographie est plate. Dans tous les sens du mot, voilà ce qu'il me faut admettre. C'est bien à tort qu'en raison de son origine technique, on l'associe à l'idée d'un passage obscur, camera obscura. C'est camera lucida qu'il faudrait dire. Tel était le nom de cet appareil antérieur à la photographie qui permettait de dessiner un objet à travers un prisme, un œil sur le modèle, l'autre sur le papier. Car du point de vue du regard, l'essence de l'image est d'être toute dehors, sans intimité, et cependant plus inaccessible et mystérieuse que la pensée du fort intérieur. Sans signification, mais appelant la profondeur de tout sens possible. Irrévélée et pourtant manifeste, ayant cette présence-absence qui fait l'attrait
et la fascination des sirènes. C'est une citation de Blanchot. Si la photographie ne peut être approfondie, c'est à cause de sa force d'évidence. Dans l'image, l'objet se livre en bloc et la vue en est certaine, au contraire du texte ou d'autres perceptions qui me donnent l'objet d'une façon floue, discutable et m'incitent de la sorte à me méfier de ce que je crois voir. Cette certitude est souveraine parce que j'ai le loisir d'observer la photographie avec intensité, mais aussi, j'ai beau prolonger cette observation, elle ne m'apprend rien. C'est précisément dans cet arrêt de l'interprétation qu'est la certitude de la photo. Je m'épuise à constater que ça a été. Pour quiconque tient une photo dans la main, c'est là une croyance fondamentale, une urdoxa, que rien ne peut défaire, sauf si l'on ne me prouve que cette image n'est pas une photographie, mais aussi, hélas, c'est à proportion de sa certitude que je ne puis rien dire de cette photo. La chambre claire de Barthes, et alors juste d'ailleurs en le relisant, parce que ça parle quand même de la photo, puis ça parle à un moment donné aussi de l'histoire de la photo en tant que technique et en tant qu'art, j'ai été frappé, ça ne m'avait pas du tout frappé, comme je le disais avant de lire cet extrait. Si j'étais spécialiste de photographie et d'histoire de l'art, ça se saurait. Je n'avais jamais réalisé, comme on dit avec un anglicisme qui n'en est pas un, je ne m'étais jamais rendu compte que la photographie avait 200 ans en fait, puisqu'à un moment donné il cite la première photo comme datant de 1822. C'est vrai que ça m'a frappé quand j'avais lu La Chambre claire dans les années 90, ben voilà, ça faisait pas 200 ans pour le coup. Et là, du coup, je me suis dit, tiens, c'est curieux. Du coup, je me suis interrogé, est-ce qu'il y aura des commémorations, des choses comme ça, puisque lui, il fait remonter ça à une photo précise de Nicéphore Niepce, ou Niepce, je ne sais jamais comment il faut dire, de 1822. Et en fait, quand on fait des recherches, on se rend compte que les premières recherches de mise au point technique par Niepce et son frère remontent en fait aux années 1790. Et selon la technique, et là je ne suis pas spécialiste du tout, mais je le signale parce qu'il y a des photographes, il y a un photographe qui est assidu de ces vidéos, mais voilà, il y a d'autres personnes qui peuvent tomber sur cette vidéo et qui peuvent s'y connaître mieux que moi, ce n'est pas difficile. Apparemment, selon la technique, ou selon le moment que l'on aborde, la première photo faite par Niepce, c'est 1816 ou c'est 1822. Donc finalement, le bicentenaire, on est au milieu actuellement, en 2020. Bien, c'était juste une remarque plus pour moi-même, puis aussi une bouteille à la mer. Les deux derniers livres lus, et puis là je les ai lus ce week-end, enfin la statue de sel j'ai mis 2-3 jours quand même, celui-là je l'ai lu en un jour, il est très très bien d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je m'étais retenu de le lire depuis si longtemps. Alors la statue de sel, c'est le premier livre, le premier roman d'Albert Memmi, 1953, de manière assez curieuse d'ailleurs, moi qui travaille sur le post-colonial, je n'ai jamais lu les essais d'Albert Memmi, le portrait du colonisé, préfacé par Sartre, enfin, un texte fondamental, mais que je n'ai jamais lu. Donc, je suis obligé de dire qu'il est fondamental parce que je l'ai lu, j'ai lu des gens qui disaient ça, mais j'ai jamais vérifié par moi-même, honte à moi. En revanche, Albert Memmi, j'ai lu il y a plus de 20 ans un autre livre de lui, Le Scorpion, et j'avais adoré ce livre en fait. Et comme il arrive parfois, eh bien, on adore un livre d'un écrivain, et malgré tout, on met plus de 20 ans à aller voir ailleurs. Et ce livre-là, je ne l'aurais peut-être jamais lu, ou pas de sitôt, si je ne l'avais pas trouvé dans une des boîtes à livres, autour desquelles j'avais commencé à faire d'ailleurs des vidéos l'an dernier. Et en le lisant, bah, c'est un livre de boîte à livres, ça veut dire qu'en le lisant, il s'est démantibulé, ou débigouincé, comme je l'ai écrit sur mon blog, et donc, en fait, ça s'appelle Je range mon bureau, mais lui, il va aller au papier à recycler. C'est un livre très bien, j'ai beaucoup aimé ce livre, je pense qu'il va vraiment me rester en mémoire, mais ça n'a aucun intérêt de garder ce livre, personne d'autre ne pourra le lire, il était déjà passablement abîmé, taché, là il est vraiment très abîmé. Alors, la statue de sel, là encore, c'est un Bildungsroman, mais c'est un faux Bildungsroman, un roman de formation, un roman d'initiation. Je ne sais jamais comment il faut traduire Bildungsroman, ou plutôt, je sais très bien qu'on ne peut pas le traduire par un seul mot. Roman d'apprentissage, roman de formation, roman d'initiation, il y a un peu tout ça dans Bildung, mais Bildung, en fait, c'est la construction, c'est un roman de construction. C'est intéressant parce que la construction, ça va du côté de l'architecture, ça va du côté de l'art. Donc moi, je pense que c'est intéressant aussi de dire roman de construction. Personne ne traduit Bildungsroman comme ça. Enfin bon. Donc c'est une autofiction, c'est un roman qui s'inspire énormément de l'autobiographie et de la vie d'Albert Memmi. Il l'a écrit quand il avait 33 ans. D'ailleurs, par parenthèse, Memmi, il est né en 1920, il est encore vivant. Donc
on lui souhaite de fêter ses 100 ans en décembre prochain. Je ne sais plus ce que je disais, oui, ça s'inspire très largement de son autobiographie. Donc ça décrit quoi? Ça décrit l'enfance, la jeunesse. Là encore, on est dans le Bildungsroman, et puis les premières années de l'âge adulte, pendant la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte très 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 difficile, d'un jeune juif tunisois. Donc ça se passe à Tunis, sous la Tunis évidemment coloniale, et évidemment aussi avec Vichy qui réussit à mettre son empreinte sur la Tunisie pendant quelques années, entre 40 et 42. Là où le livre est extrêmement intéressant, c'est que justement, il n'est pas tout à fait un Bildungsroman. À savoir que, ou plus exactement, il n'est pas tout à fait une autobiographie, puisque le choix que fait le personnage, qui ne s'appelle pas d'ailleurs Albert Memmi, qui s'appelle Alexandre Mordecai Benilouche, j'ai réussi à le dire sans vérifier mes notes, je m'impressionne moi-même, Alexandre Mordecai Benilouche, je le redis une deuxième fois pour saluer ça, donc qui ne s'appelle pas Albert Memmi, donc c'est un double fictionnel peut-être, mais fictionnel, l'adjectif est important. Il fait, à la fin du roman, un choix qui n'a pas été celui d'Albert Memmi. Il refuse de rentrer dans le rang. Il refuse, et c'est présenté comme ça, c'est très intéressant, il refuse de devenir prof, de continuer ses études, d'enseigner la philosophie ou le français. Il refuse de s'embourgeoiser. Et donc il part pour l'Amérique du Sud. Et on a un peu l'impression que c'est comme si peut-être Memmi avait extériorisé ce qui avait peut-être été une pulsion, un fantasme, ce qui aurait pu être une autre croisée des chemins, un autre choix de vie, et d'en avoir justement fait le point d'aspiration et la fin de son roman. Donc ça, c'est très très beau. Alors le roman n'est pas beau seulement de sa fin, il est beau de l'ensemble de la construction, de très nombreuses scènes très réalistes, évidemment de cette complexité du statut des Juifs en Tunisie, à savoir, ils sont évidemment très 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 à la marge, à l'écart des indigènes, comme on les appelait, parce qu'ils ne sont pas musulmans, ils ne sont pas arabophones, et puis ils sont, bien sûr aussi, ils n'ont pas de statut réellement de citoyens à égalité avec les Français, avec les colons, donc ils sont un peu ni d'un côté ni de l'autre, et souvent très pauvres d'ailleurs, et donc il décrit aussi des scènes qui relèvent de la misère ouvrière. Donc le père du personnage principal est bourrelier, comme l'était le père d'Albert Memmi, et sa mère est une femme au foyer, illettrée, et d'origine berbère, comme l'était la mère de Memmi. Donc là, il y a évidemment un très grand nombre de similitudes. Et donc il décrit très bien le rejet par ce personnage des rites juifs et puis des dogmes sociaux et sociologiques de cette situation coloniale, et donc la situation et l'identité du colonisé. Donc j'ai pas lu le portrait du colonisé, mais je pense que ce livre est un portrait du colonisé aussi, et de celui qui se décolonise ou tente de se décoloniser lui-même. Donc pour toutes ces raisons-là, c'est vraiment un très très beau livre qui problématise toute la question du choix entre l'Orient et l'Occident, alors en les essentialisant ou en les figeant en des entités duelles et opposées, alors sans réellement remettre en cause la notion même d'Occident ou la notion même d'Orient. On ne va pas en vouloir à Albert Memmi, c'est en 1953, ces catégories sont très largement employées à l'époque et ne sont pas remises en cause. Orientalism d'Edward Said, c'est un quart de siècle plus tard, donc on ne va pas en vouloir à Memmi de ne pas avoir plagié par anticipation Edward Said. Voilà, c'est pour dire qu'il utilise ces catégories sans les problématiser. Mais en revanche, la très grande complexité et la schizophrénie presque, dans laquelle se trouve un personnage qui se sent tiraillé entre deux modèles qu'il nomme Orient et Occident, elle est bien racontée et problématisée. Je lis un extrait donc de ce livre qui va aller, l'ouvrage lui-même va aller au papier à recycler, mais le reste va rester là et puis il va rester dans la pellicule aussi. Il m'aurait fallu tout retrouver par moi-même, tout construire, vérifier toutes les propositions. Peut-on construire avec de la colère et des émotions, de l'indignation et de l'envie, du dépaysement et de la honte? Si mon proviseur savait comme je l'enviais, il souffrait d'être provisoirement à l'étranger, ce bourguignon français moyen, de bonne race, de vieille culture universitaire et républicaine. Moi, je suis mal à l'aise dans mon pays natal, et n'en connais pas d'autre. Ma culture est d'emprunt, et ma langue maternelle infirme.
Je n'ai plus de croyances, de religion, de tradition, et j'ai honte de ce qui en eux résiste au fond de moi. Pour essayer d'expliquer ce que je suis, il me faudrait un auditoire intelligent et du temps. Je suis de culture française, mais tunisien. Je suis tunisien, mais juif. C'est-à-dire politiquement, socialement exclu, parlant la langue du pays avec un accent particulier, mal accordé passionnellement à ce qui émeut les musulmans, juif, mais ayant rompu avec la religion juive et le ghetto, ignorant de la culture juive et détestant la bourgeoisie inauthentique. Je suis pauvre, enfin, mais j'ai ardemment désiré en finir avec la pauvreté. Mais j'ai refusé de faire ce qu'il fallait. Cependant, malgré cette entrevue avec le proviseur, je n'ai pas réalisé mon désespoir proche. Et j'ai continué à préparer mes papiers pour partir. Il y avait encore quelque élan dans la mécanique. Dans la ville, pourtant, rien n'était rassurant. Au défilé de la Victoire, un badaud bousculé par un agent de police répliqua trop vivement. On faisait beaucoup de bruit autour des nouveaux droits, de l'homme, arraché à la barbarie. Et l'homme s'était laissé persuader. L'agent de police, lui, avait été impressionné par la propagande raciste. Il tira sur le badaud qui en mourut. Mais comme la victime était juive, le meurtrier fut acquitté. Les juifs indignés en conclurent que rien n'était changé. Les musulmans aussi d'ailleurs, car quelque temps après, leurs chefs nationalistes furent arrêtés. Certains pensèrent que tout rentrait dans l'ordre. Enfin, la loi de mobilisation fut définitivement repoussée à la Constituante. On s'organisait, les commerçants recommençaient à trafiquer et les politiciens à ruser. En bref, tout le monde s'était ressaisi. Ça, c'est à la Libération, en 1944, en l'occurrence ici à Tunis. J'aime beaucoup le début aussi du chapitre 9 de la deuxième partie, c'est construit en 3 parties. C'est beaucoup plus tôt, donc c'est quand il est jeune adolescent et qu'il a été choisi pour aller au lycée, alors avec une sorte d'ambiguïté totale pour son père, parce que ça, il ne va pas pouvoir l'aider à l'atelier, et donc il ne va pas pouvoir l'aider à ramener de l'argent, mais en revanche, bien sûr, il y a le prestige d'un enfant, d'un aîné, qui fait des études, qui va au lycée, etc. Le souvenir ordonne le passé et lui donne sa signification. Plus tard, il m'a paru que ma vie ne fut qu'une suite de ruptures, de plus en plus graves, de plus en plus complètes, mais j'ai longtemps espéré l'harmonie. J'ai cru que j'arriverais, à force de choix et de volonté, à mettre de l'ordre en moi et dans mes relations avec le monde. Je n'en admettais l'impossibilité qu'à l'inévitable, à l'accomplissement des catastrophes. J'ai cru que je finirais en bourgeois, non que l'appartenance bourgeoise me parut un idéal, mais parce que mon instruction, mes goûts naissants, mes préoccupations esthétiques, ma future situation m'y obligeaient. Je continuerai à ne pas aimer les bourgeois, mais je me croyais forcé de convenir que je m'épanouissais seulement parmi eux. Seul, ils lisaient, comprenaient mes inquiétudes, goûtaient et cultivaient la poésie et l'art. Un jour, brutalement, je pris conscience, je n'étais pas et ne serais pas un bourgeois. Mes camarades d'enfance se transformaient en ouvriers tailleurs au dos rond, malingres dans leurs gilets noirs, en garçons épiciers, blafards dans la semi-obscurité des souks. Apprentis employés envahis déjà d'une graisse jaunâtre. Nous nous saluions à haine, eux honteux et respectueux, moi coupable sans trop savoir pourquoi. Seul Lévi, l'orphelin, aide-pâtissier chevauchant un tricycle, resté spontané, hurlait dès qu'il me voyait « Shalom, salut Mordecai !» L'annonce publique de mon prénom de ghetto ne me faisait pas plaisir, mais je n'osais le vexer en le rappelant à la discrétion. Je souffrais chaque fois que je le voyais surgir, dansant sur sa machine. C'est ce texte de Luigi Pirandello, Feu Mathias Pascal, traduit de l'italien par Henri Bigot. C'est un texte de 1903, traduit et publié ici en France, en français, en 1965. J'ai acheté ça il y a déjà un certain temps chez un bouquiniste. Pirandello, je l'ai très peu pratiqué au théâtre, je n'ai vu, je crois, qu'une seule représentation d'une pièce de Pirandello, c'est Chacun sa vérité. Je n'ai jamais vu représenter le fameux 6 personnages en quête d'auteur. Mais en revanche, j'ai lu plusieurs de ces pièces de théâtre et j'avais notamment énormément aimé Vêtir ceux qui sont nus. Parmi les projets comme ça que j'ai depuis très longtemps, il y a l'idée de me plonger un peu dans les nouvelles de Pirandello que je n'ai jamais lues. Il y a aussi le projet de faire pareil avec Tchekhov d'ailleurs. Bon. Un jour ça arrivera peut-être ou pas, je ne sais pas. On verra bien ce que la vie nous réserve. En tout cas ici, avoir trouvé ce livre à 3-4 € chez un bouquiniste, c'était l'occasion
de se faire des réserves pour plus tard. Et bien voilà, plus tard est arrivé. Et donc j'ai lu Feu Mathias Pascal. Et c'est un roman très chouette. Vraiment très bien. Dès les premières pages, ça m'a un petit peu fait penser au roman de ce romancier brésilien Machado de Assis que j'aime énormément, qui est Quincas Borba, Dom Casmurro, enfin tous ses livres, L'aliéniste, enfin ces livres vraiment très beaux, enfin très ironiques, très drôles, très secs et extrêmement riches comme ça, enfin des textes, oui, philosophiques, si on veut mettre un adjectif, si on veut mettre, mais philosophiques à la Balzac, pas à la, pas, je sais pas, dans un sens beaucoup plus abstrait, beaucoup plus théorique ou contemporain de cet adjectif-là. Et donc Pirandello, le livre est relativement simple dans son principe narratif. Feu Mathias Pascal, oui, c'est une idée à la, comment dire, qui est un peu héritée, où le principe, l'idée elle-même, narrative, l'intrigue, elle est un peu dans la filiation de Edgar Allan Poe, des romantiques allemands, Jean-Paul, tout ça, Peter Schlemihl de Chamisso. La question du double, la question de la mort, la question de la résurrection, toutes ces questions-là, un petit peu, d'un certain point de vue aussi, Jekyll et Hyde. Est-ce que Pirandello avait lu Jekyll et Hyde? Je ne sais pas. En tout cas, voilà. Mais c'est déjà aussi les élaborations métafictionnelles qui pourront en découler et que l'on retrouve chez un autre Italien, Calvino en l'occurrence, dans sa trilogie Chevalier inexistant. Il y a un côté chevalier inexistant dans Feu Mathias Pascal aussi. Donc c'est un livre qui est vraiment très beau, très marquant. On ne pense pas à Calvino, Chamisso et tout ça quand on le lit. Hein. C'est après, en y réfléchissant, que les pièces du puzzle s'emboîtent en quelque sorte. Feu Mathias Pascal, et donc ça raconte quoi? Ça raconte quelqu'un qui meurt 2 fois. Qui meurt 2 fois, mais qui ne meurt pas biologiquement. C'est juste que il y a un incident, un premier incident dans sa vie alors qu'il est embourbé dans une petite ville de province italienne un peu minable au milieu d'intrigues familiales compliquées, avec une femme qui ne l'aime pas, une belle-mère qui lui casse les pieds, enfin des histoires sans fin. Il disparaît pendant quelques jours, il va jouer au casino à la roulette, un jeu dont il ignorait même l'existence le matin même du jour où il s'est décidé à aller y jouer. Et il gagne en fait plein d'argent à la roulette. Et cette même semaine, il lit un journal qui lui apprend qu'il est mort. Plus exactement, qu'on a retrouvé quelqu'un qui a été formellement identifié comme étant lui-même, s'étant suicidé dans sa ville natale, et il décide de ne pas y retourner, il décide de prendre acte de cette décision et de mourir. Et donc de faire disparaître Mathias Pascal. Mathias Pascal, puisque les journaux l'ont dit, puisque sa femme / veuve l'a reconnu officiellement, eh bien il décide de se garder tout l'argent gagné à la roulette pour lui, qui lui permet, s'il est relativement économe, de vivre pendant des années, et d'aller se promener dans le monde, etc., de se créer une nouvelle identité. Il se crée cette nouvelle identité, après avoir pas mal bourlingué, il se fixe à Rome, et il rentre dans un autre type d'intrigue familiale, extrêmement compliquée, autour du spiritisme et de la théosophie, et ça finit par lui casser les pieds, et donc il met en scène, là encore, une sorte de suicide, et donc il meurt une seconde fois, non pas en tant que Mathias Pascal, mais en tant qu'Adrien Mess, sa deuxième identité. Et une fois qu'il est mort 2 fois, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de faire ressusciter sa première identité, et il rentre dans sa bourgade, et il se fait reconnaître pour ce qu'il est, il explique qu'en fait il n'est jamais mort. Voilà. Et ça finit, je ne vous raconte pas comment ça finit, je vous ai déjà trop raconté, j'espère que vous aviez arrêté, ou alors que vous avez écouté, que vous vous êtes dit, celui-là je le lirai dans 2 ou 3 ans, quand j'aurai oublié la manière dont Sengal me l'a spoilé, me l'a divulgaché, comme disent les Québécois, peu importe. Je vais vous lire 3 extraits de ce livre. Donc voilà, l'histoire est quand même déjà pas mal, quoi. C'est un bon sujet, comme on dit. Je vous lis un extrait du tout début. Parce qu'en fait, il est employé dans sa première identité sociale et officielle. Il est employé à ranger une bibliothèque qui n'intéresse personne, qui est bouffée par les rats. Et en fait, voilà, il s'occupe surtout à piéger les rats, puis il finit quand même par lire un peu les livres. Et ça donne ça, page 64. Je lus ainsi de tout un peu, sans ordre, mais surtout des livres de philosophie. Ils pèsent si lourd, et pourtant qui s'en nourrit et se les incorpore vit parmi les nuages. Ils troublèrent encore plus mon cerveau, déjà passablement fêlé.
Quand je sentais ma tête fumer, je fermais la bibliothèque et je me rendais par un petit sentier abrupt à un coin de plage solitaire. La vue de la mer me faisait tomber dans une stupeur d'épouvante qui devenait peu à peu une oppression intolérable. Je m'asseyais sur la plage et je m'empêchais de la regarder en baissant la tête, mais j'en entendais le fracas tout le long de la rive, tandis que lentement, je laissais glisser entre mes doigts le sable épais et lourd en murmurant, ainsi toujours jusqu'à la mort sans changement. Le deuxième extrait que je vais vous lire, c'est après avoir décidé de devenir un autre, en quelque sorte. Et donc il va chez un barbier pour se faire changer totalement la coiffure, tout ça. Le brave homme, tout en sueur, me tendait un petit miroir pour que je pusse lui dire s'il avait bien opéré. C'en était trop. Non merci, m'écriai-je en repoussant le miroir. Gardez-le, je ne voudrais pas l'effrayer. Il écarquilla les yeux. Effrayer qui, me demanda-t-il. Votre miroir. Il est joli, sans doute, ancien. Un miroir rond, monté sur un manche ouvragé. Dieu sait quel pouvait être son passé, d'où et comment il avait échoué jusque chez ce tailleur barbier. Toujours est-il que, pour ne pas chagriner son propriétaire, qui continuait à me considérer avec stupéfaction, je m'y regardais. Ah, le bonhomme avait bien travaillé. J'entrevis d'après cette première exécution quel monstre allait bientôt naître de la nécessaire altération du signalement de Mathias Pascal. Encore une raison de le haïr. Le menton ridiculement petit et rentré que Mathias avait caché pendant tant d'années sous cette large barbe me parut une trahison. À présent, il me faudrait la porter découverte, cette petite chose absurde. Et quel nez il m'avait laissé en héritage, et cet œil. Parce qu'il souffre de strabisme. C'est pas très grave, il finit par se faire opérer en fait. Vous voyez, je vous dis vraiment tout. Un passage du milieu, puis je ne vous lis pas l'extrait de la fin. Vous n'aurez pas d'extrait de la fin. Peu à peu, une fois que j'eus franchi l'écueil des premières questions embarrassantes, en évitant les bas-fonds, grâce aux avirons de mes mensonges, qui me servaient à la fois de levier et de pivot, et quand un récif me serrait de trop près, je m'y accrochai les deux mains pour le contourner précautionneusement. L'esquif de ma fiction parvint petit à petit à prendre le large et à lever les voiles de la libre invention. Et voici qu'après un an et davantage de silence forcé, je prenais un vrai plaisir à parler tous les soirs, là, sur la petite terrasse, de ce que j'avais vu, des observations faites et des incidents qui m'étaient survenus çà et là. Je m'émerveillais moi-même d'avoir recueilli en voyageant tant et tant d'impressions que le silence avait comme enseveli en moi et qui, à présent, tandis que je parlais, ressuscitait, me jaillissait des lèvres toutes vives. Cet émerveillement intime colorait ma narration d'une manière extraordinaire, et puis du plaisir que les deux femmes, en m'écoutant, semblaient éprouver, naissait peu à peu le regret d'un bien dont je n'avais pas réellement joui. Ce regret donnait une nouvelle saveur à mon récit. Si vous aviez besoin d'une preuve que Pirandello est un grand écrivain moderniste, la voilà. Je me tais.